Michel Serres, difficile à présenter. Disons que il a été marin, normalien, matheux, historien des sciences, il est moraliste, il est savant, mais à perte de vue. Il possède effectivement une culture encyclopédique. Il a écrit 13 livres en 13 ans et je dois dire que c'est un très grand écrivain. Son dernier livre, Genèse, paru aux éditions Grasset, est écrit de main de maître. Alors disons, pour couronner le tout, que c'est un philosophe. Comment est-ce que vous êtes venu à la philosophie, Michel Serres, après tous ces passages, ces cheminements? Oh, je suis venu à la philosophie probablement comme un canard va à l'eau. Il y a probablement chez quelqu'un qui pratique ce métier quelque chose qui l'a poussé vers ce métier. Mais je crois que tout d'abord, puisque vous parliez tout à l'heure des gens de la cinquantaine, nous sommes tous, je crois, de cet âge-là, sauf vous, bien entendu. Oh, mais je la suis. Je revendique le droit. Les gens de la cinquantaine, au moins pour ceux qui ont vécu en Europe, sont des gens qui ont été formés dans leur sensibilité profonde par cet événement monstrueux qu'a été la guerre mondiale. Et je crois que vous avez dit que j'ai été marin, effectivement, dans les années 58 à 62 ou 3. J'ai exercé le métier d'officier de marine. Et donc, la sensibilité profonde dans les âges de 9 à 14 ans, et ensuite ce début de métier, m'ont confronté immédiatement au plus grand problème, au problème de la violence, qui est, vous l'avez dit du point de vue intimiste tout à l'heure, pour quelqu'un, la chose à négocier, la chose en soi à négocier, et d'autre part, du point de vue social et historique, la chose qui fait le plus mal. Et par conséquent, dès ma petite enfance dans la guerre, et pour ce qui concerne le métier que j'ai exercé au départ, la violence a été, je le crois, le problème majeur. Et pour non pas résoudre, mais méditer sur le problème de la violence, on devient philosophe. On peut être médecin, on peut rentrer en religion, on peut avoir un certain nombre de solutions, mais je crois que pour moi qui étais attiré par les questions de raison, je crois que la philosophie a été pour moi la seule pratique qui était imaginable pour résoudre cette question. C'était la violence, essentiellement la violence. Vous êtes devenu philosophe pour bâtir la paix. Eh bien, peut-être, en effet. Je crois que je suis attiré par la question de la paix comme on est repoussé par la question de la violence. Mais la paix, bon, c'est un grand mot, mais c'est un mot vague. Il faut regarder ça de plus près. Oui, alors justement, vous ne faites jamais les choses à moitié. Lorsque vous vous penchez sur un problème, vous y allez à fond. Ça veut dire que vous avez étudié les mathématiques, les sciences exactes et les moins exactes, les sciences de l'homme, l'histoire des sciences, etc. Je voudrais qu'on essaye, à vol d'oiseau bien sûr, de faire un petit peu, dresser le paysage de ce que vous avez écrit. Oh, vous cherchez des passages, vous cherchez des liens. Oui. Vous m'avez accablé tout à l'heure sous les éloges. Il ne faut pas faire d'éloges. Je crois que ce n'est pas la question. La question, c'est qu'à un certain moment, et pour les questions de violence, j'ai voulu pratiquer la philosophie. Bien. Or, pour pratiquer cette belle discipline, cette discipline qui est pour moi une des seules choses qui mérite qu'on consacre sa vie, il faut avoir des outils. De la même façon qu'un cordonnier ou qu'un boucher prépare ses outils. Eh bien, je crois que les sciences, les mathématiques, la physique, la biologie, et ainsi de suite, sont simplement des outils pour aborder les problèmes philosophiques. Et donc, au début d'un travail de philosophe, il est pratiquement nécessaire de passer par les difficultés inhérentes à ces sciences. Et il est vrai que j'ai commencé par faire des mathématiques, puis des sciences. C'était pour moi des outils. Vous voyez, un peu comme le langage, pour un écrivain, est un outil qui lui permet d'exprimer ce qu'il veut exprimer. C'est simplement... Alors, cette espèce d'encyclopédie dont vous avez dressé le paysage, c'est simplement mon établi. Vous voyez, de la même façon qu'un homme qui travaille le bois doit avoir devant lui un certain nombre d'outils nécessaires et indispensables au travail du bois. Et à partir de là, vous avez essayé de faire des ponts,
de construire C'est des ça. ponts entre les différentes disciplines. Et oui, mais il est bien évident que quelqu'un qui travaille le bois doit savoir travailler tous les bois. Les bois durs, les bois tendres, les bois blancs, les bois qui sont noueux ou difficiles à travailler. Et par conséquent, un problème philosophique pour moi, comme celui dont nous parlions tout à l'heure, le problème de la violence, le problème de la paix, on ne peut pas le traiter comme ça, comme si c'était un mot ou comme si c'était une expérience. Il faut passer par l'enfer de la préparation, la difficulté de la préparation. Alors en gros, toute la série des Hermès, ça serait sur la communication. C'est ça. Les ponts que vous avez jetés, les ça. passages entre les différentes sciences. Maintenant, le parasite, ça c'est quelque chose d'autre qui intervient dans votre œuvre. Qu'est-ce que c'est que le C'est parasite? autre, c'est la même chose. Savoir que j'ai consacré 5 à 6 livres à ce dieu grec qui s'appelle Hermès et qui était le dieu de la communication, tout simplement parce que dans les années où j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire dans les années 55, 60, j'ai été frappé de ceci, que la société devenait, notre société devenait une société de communication. Et d'ailleurs, votre présence ici, la télévision, qui n'existait pas à l'époque, est une preuve de cette chose-là. Savoir que nous sommes dans un milieu où la communication devient une opération très importante. Eh bien, le parasite, c'est tout simple. C'est ce qui empêche la communication. C'est l'obstacle à la communication. Si, par exemple, du bruit apparaît dans le canal qui sépare en ce moment moi qui parle et l'ensemble des gens qui écoutent, ils ne vont plus entendre mon message. Il faut donc essayer de voir ce que c'est que cette opération qui interdit la communication. Vous savez que nous souffrons essentiellement de ça. Gilles Archambault parlait tout à l'heure de la solitude. Et à beaucoup d'égards, nous sommes dans la solitude parce qu'il y a des parasites qui empêchent que nous parlions aux gens que nous aimons, à nos enfants, à la femme qu'on aime, à nos parents, etc. Mais et ce parasite, j'ai voulu l'étudier. Oui, mais vous ne le considérez pas comme un barrage. Vous le considérez comme un accident heureux avec lequel il faut travailler et qui va être source d'évolution. Exactement. Comment ça? Eh bien, un exemple oh bien, c'est tout simple. Le parasite le plus... Un parasite, c'est 3 choses. C'est le bruit dans le canal, mais c'est aussi celui qu'on invite à dîner et qui s'impose. Qu'on n'a pas invité, mais qui vient quand même. Enfin, par exemple, dans le Tartuffe, c'est le Tartuffe, le parasite. Il est là à la table d'Orgon, il est là à la table de famille, et voilà qu'il commence à gruger le père, à faire la cour à la mère, à vouloir épouser la fille, et finalement à partir avec la cassette. C'est lui le parasite, il dévore tout. Eh bien, à la fin, quand la famille finit par exclure ce parasite, croyez bien qu'elle est complètement guérie à jamais de recevoir un second parasite. Il ne peut pas y avoir une seconde comédie qui s'appellerait Tartuffe 2, parce que la famille en question a tellement souffert de ce Tartuffe-là qu'elle en est guérie. C'est ça, oui. Eh bien, c'est un peu la même chose quand nous recevons, nous, dans notre organisme, un microbe. Nous sécrétons les anticorps qui font que à la deuxième attaque de ce même microbe, nous serons protégés. Par conséquent, le parasite est très dangereux parce qu'il peut nous tuer. Tartuffe aurait pu détruire la famille, ou tel microbe peut détruire notre organisme, peut nous tuer. Mais il y a aussi une façon de le négocier, une façon de faire avec lui, parce qu'il y en a partout des parasites, qui fait que nous évoluons et que nous nous transformons pour nous défendre contre eux. Et qu'à certains égards même, c'est peut-être eux qui nous font évoluer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le mal qu'ils nous font nous provoque. Voilà. Ce qui ne me tue pas me transforme. Vous avez assez vécu, puisque nous sommes tous de la cinquantaine ici, pour savoir que les accidents qui nous sont arrivés ne nous ont pas tués puisque nous sommes là, mais nous ont fait évoluer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le mal que nous avons souffert et qui est tracé sur notre visage sous forme de rides, ou tracé sur nos cheveux sous forme de blanc, de couleur blanche, ce sont des accidents, des malheurs qui ont fait de nous les gens évolués ou évolutifs que nous avons été. D'une certaine manière, ça fonde l'optimisme. Excusez-moi. Dans Genèse, là, c'est le super parasite. Ça, c'est la noise, ce beau vieux mot français qui signifie le bruit, la fureur, et que vous allez étudier. C'est le bruit de fond, énorme, monstrueux, c'est le chaos. Alors là, je dois dire, vous me donnez le vertige, parce que toutes mes belles certitudes, vous les emportez avec votre vague de fond. Là. Non, je veux simplement dire là que j'ai continué sur cette idée. Et j'ai appelé ce livre Genèse parce que vous savez qu'au début du seul livre qui doit s'appeler Genèse, qui n'est pas le mien, vous le savez bien,
C'est l'éditeur qui a voulu que je mette jeunesse. Là où on dit que l'homme et la femme sont nés Voilà. égaux. Mais avant, Ça, oui. avant que l'homme et la femme soient nés, comme vous le dites, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. C'est tout à fait le début. Et ces eaux-là, eh bien, c'est les eaux. Je crois que le mot qui est employé dans la Bible pour dire ça, c'est tohu bohu. Au début, il y a le tohu bohu, qui est le mot hébreu employé là, pour dire. Et j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'était que ce tohu bohu. Est-ce que ce bruit-là est vraiment le début, l'origine, etc. Mais pourquoi ça vous intéresse? Eh bien, C'est tout pour ça- faire naître quelque chose. Il va falloir que Vénus sorte de ces flots-là. Bien, vous voyez, je reviens à ce que vous m'avez fait dire au début, que j'étais un enfant de la guerre, que j'étais un enfant qui avait entendu ce tohu-bohu. Oui. Vous savez, sous les bombes, sous les bombardements, au moment précisément où l'Europe entière était en feu et dans le désordre, j'ai eu l'impression, moi, de naître dans ce tohu-bohu-là. Et peut-être que le livre que j'ai écrit, et c'est un peu comme dans le cas de Gilles Archambault, un livre autobiographique sans que je m'en aperçoive. C'est-à-dire que j'ai eu besoin à un certain moment donné de ma vie de m'interroger sur ce désordre-là dans lequel les sociétés parfois s'effondrent. Mais c'est drôle parce que vous vous intéressez, à partir de ce désordre-là, vous voyez naître le multiple, les ça. différents possibles, C'est ça. toutes les possibilités. C'est ça. Or, je ne suis pas très ferrée en philosophie, mais pour ne reprendre que Descartes, par exemple, il a, lui, essayé de tirer l'unité de tout ça. Et c'était rassurant, c'était rationnel, et ça se construisait bien, le monde, à partir de ça. Oui. Vous, vous mettez tout par terre avec vos multiples. Oh, je Pourquoi mets pas- ça vous intéresse? Ça m'intéresse parce que je crois vraiment que... Je crois un petit peu à cette figure de la religion grecque d'autrefois de Vénus. Vénus, vous savez que Hermès est un de mes dieux, mais Vénus est ma déesse. Hermaphrodite, disons. Comme je vous comprends. Oui. Et Aphrodite, on raconte d'elle qu'elle est née de l'océan, Oui. qu'elle est née des eaux, et que les eaux sous ses pieds ont été dans un état turbulent, dans un état agité. Et je crois que les formes les plus belles, je crois que les pensées les plus exactes, je crois que les sérénités les plus douces et les plus apaisantes sont le plus souvent nées de ce désordre, de ce bruit, de cette fureur, de cette violence. Alors l'ordre pour vous c'est la mort, le désordre c'est la vie. On ne peut pas dire ça exactement, mais Moi, je brosse à très gros traits. dans un premier temps, on peut dire que le désordre c'est la vie et que l'ordre figé, complètement, d'une certaine manière durci, Oui. vous voyez, solidifié, peut-être la mort. Mais la vie aussi a besoin d'ordre. Oui. Et le désordre peut être la mort aussi. Il y a les deux. Alors là, vous devez être content parce qu'on vit en plein chaos. Là, le tumulte, le tohu-bohu, le charivari, et il y a Il a des cris, toujours il y a la existé. noise énorme. Elle nous vient de Pologne, elle nous vient du Salvador. On Exactement. entend crier ceux qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui souffrent. On est pris dans ce bruit énorme. Il n'a pas cessé. Alors, puisque j'ai la chance d'avoir un philosophe à côté de moi, j'ai l'impression qu'il a des réponses que je n'ai pas. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Comment vous voyez l'avenir, vous, à partir de cette turbulence? Oh, je ne peux pas comme ça en 2 minutes dire quel sera l'avenir du monde parce que j'ai aussi peu de réponses que vous. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit, nous aussi, comme vous, le philosophe, qui êtes le gardien de la semence, Oui. nous qu'on se fasse jardinier de la paix, quelque chose dans ce goût-là? Je crois, il faudrait avoir beaucoup de temps pour répondre sur ce point. Je suis d'une génération qui ne croit plus non plus à ce à quoi nos aînés ont cru. Vous savez, la génération des philosophes engagés passés, leur bilan n'est pas si positif qu'on ne le croit. Je ne suis pas complètement sûr qu'un philosophe ait des réponses aux questions que vous posez. Ils cherchent, mais plus profond. Voilà, c'est-à-dire que nous avons formé des outils, nous cherchons sur des problèmes. Il n'est pas complètement sûr qu'on ait des réponses meilleures que l'homme de la rue sur les questions que vous posez. Mais on Il a un faut- grand désir d'ordre au milieu de ce tohu-bohu. Il y a un danger là aussi à ce moment-là. Si l'ordre, le pouvoir, le savoir, tout ça s'est concentré, où est-ce qu'on s'en va? Moi, je fais encore confiance d'une certaine manière au savoir. Oui. J'ai été formé aussi dans l'admiration de la raison, de la rationalité, etc. J'y crois de moins en moins, pour des raisons qui m'appartiennent, mais il reste encore en moi une partie qui se raccroche à ça.
Savoir que si nous avons encore des chances de nous sortir de ce désordre, c'est peut-être par un surcroît de raison, par un surcroît de sagesse, comme on le disait. Une meilleure communication aussi. Une meilleure communication, oui. certainement, mais probablement aussi l'invention d'une nouvelle sagesse. Ce qui serait mon but, et ce qui serait mon idéal si j'y arrivais, peut-être je n'aurais pas assez de force pour y arriver, ça serait d'inventer ça, une sagesse nouvelle. Je crois que Qui aurait quelle forme? Est-ce qu'on peut... Je n'ai pas encore les moyens tout à fait de le dire, mais je crois que des gens comme nous qui ont été formés par la guerre, par le tumulte dont vous parlez, et par les difficultés politiques énormes que le monde traverse aujourd'hui, je crois qu'en effet, nous avons besoin surtout de ça. Mais cette angoisse qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on en fait? Je n'ai pas peur de l'angoisse pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que l'angoisse est le plus souvent un guide de vie. C'est-à-dire qu'au moment précisément où en moi hurle l'angoisse dont vous parlez, c'est un signe peut-être tout à fait positif que je suis en train de me transformer. C'est une idée, c'est la même idée que le parasite. C'est le parasite, tout à l'heure. oui. C'est un parasite. Il y a en moi Oui. quelque chose d'épouvantable et c'est peut-être un signe que je dois répondre autrement à l'ensemble des sollicitations de la vie autour de moi. Par conséquent, c'est souvent une difficulté, c'est toujours une difficulté, et je l'ai vécu toute ma vie comme une des plus grandes difficultés, mais peut-être c'est un guide de vie et un signe de renouvellement. Je le prends le plus souvent comme ça. Michel Serres, je vous remercie. Je dois dire que dans ma présentation, j'aurais dû ajouter que vous êtes un grand poète aussi.